Bonjour à tous. Donc, bienvenue au 308, on est ravis de vous accueillir. Depuis l'automne, avec le GPV et l'Ordre des architectes, on organise un cycle de tables rondes sur le thème du réemploi. Donc ce soir, c'est la 4e. Je vais me présenter avant de démarrer. Donc Alice Platrier, je suis conseillère à l'Ordre régional de Nouvelle-Aquitaine, à l'Ordre des architectes. Et donc j'ai le plaisir de co-animer la table ronde avec Oriane Homais, qui est là, du GPV. Je te laisse te présenter, Oriane. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Oriane Homais, chef de projet économie circulaire pour le GPV. Et on anime donc une mission exploratoire et opérationnelle aussi sur le territoire du GPV Rive Droite. Donc, ça rassemble plusieurs communes qui sont Bassins, Senon, Floirac et Lormont, et aussi Bordeaux Métropole. Et donc, on est une agence d'ingénierie publique et notre mission, ça va être de travailler avec toute la chaîne de la construction et de la déconstruction sur les sujets de réemploi et d'économie circulaire pour massifier les pratiques. Et c'est la raison aussi de notre rencontre et notre présence avec l'Ordre depuis déjà quelques mois. Et la naissance de ces jeudis du réemploi, parce qu'on avait envie de travailler et de parler avec vous, les architectes et les concepteurs, pour aller plus loin. Donc en effet, on est à la 4e rencontre. Alors, petit spoiler, ce n'est pas la dernière. Si vous restez jusqu'à la fin, on vous annoncera une nouvelle rencontre. Alors, comme toute bonne série, on commence par le résumé des épisodes précédents. Alors, c'est moi qui suis missionnée pour faire ça, donc je vais tenter de m'y atteler. Donc, comme on dit, previously, les jeudis du réemploi. Donc, lors de nos premières rencontres, on a planté un peu le décor en vous disant le réemploi devient obligatoire. Alors, provocation, oui et non à la fois, parce qu'on a quand même rencontré des acteurs majeurs aujourd'hui du territoire qui le prescrivent de manière obligatoire, donc ils vont aussi vous impliquer, vous, dans ces questions-là et impliquer un changement de pratique des concepteurs. Ils étaient là quand même pour nous donner des clés de compréhension et de réussite dans les projets, avec 3 grands concepts. C'est l'anticipation, c'est la question d'être accompagné par des experts et des expertes qui sont là aussi en partie ce soir, et vous former. Ça, on y reviendra tout à l'heure aussi avec les formations de MAGE. Et puis, on a rencontré aussi des maîtrises d'ouvrage qui sont là dans la salle, et on allait vraiment au cœur des opérations et de la fabrique des opérations pour essayer de comprendre et de prouver que c'est possible de le faire, et à différentes échelles, de manière ambitieuse et sur différents types d'ouvrages. Et puis, on a bien compris que vous étiez dit que vous étiez prêts. Vous vous êtes dit, ok, c'est pas très facile, mais quand même, il y a des clés de réussite, ça peut marcher. Mais il restait une question qui était un petit peu coriace, c'est la question du risque et de la responsabilité. Donc, on a fait venir 3 autres experts, alors pas les plus fun sur le papier, un assureur, un bureau de contrôle et une avocate. Alors vous êtes restés, vous êtes même revenus. Donc ils ont réussi aussi à vous rassurer, alors en vous expliquant qu'effectivement c'est pas facile, il faut suivre des méthodes, des protocoles, il faut être rigoureux, mais qu'on peut commencer aussi avec des matériaux qu'on appelle nous un peu les matériaux stars, les matériaux les plus faciles, et que ça n'engage pas tant de responsabilité que ça. Et ce soir, donc pour la 4e rencontre, avant d'introduire cette rencontre, on avait une question assez simple à vous poser avec Alice. Qui dans la salle a déjà cherché des matériaux de réemploi pour un projet? Vous pouvez lever la main. C'est pas mal. Ouais. Vous êtes tous convaincus depuis février, c'est génial. Et parmi vous, donc parmi ceux qui ont levé la main, combien ont trouvé facilement ce qu'ils cherchaient? Bon, vous êtes un peu moins nombreux. Alors, même la porte n'a pas voulu, ouais, exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'appelle pas son fournisseur pour dire, oui, la semaine prochaine, je veux 40 toilettes de réemploi, je veux qu'ils soient reconditionnés et en plus, je veux qu'ils soient garantis. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer d'aborder ce sujet, enfin, pour l'aborder d'ailleurs. Et je te laisse en parler, Alice, du coup. Donc, on est là ce soir, sur cette 4e table ronde, pour parler de plateformes physiques et numériques, où et comment trouver les ressources. Le principe est de comprendre ensemble le fonctionnement des plateformes, l'état des lieux, les dynamiques locales et comment s'activent les synergies besoins-ressources. Donc l'idée de toutes ces tables rondes à chaque fois, c'est que vous puissiez repartir avec des fiches, des outils, en tout cas des réflexes et des personnes qui sont là, ressources qui peuvent aussi continuer à vous aider dans votre processus de réemploi. Et donc ce soir, nous avons 4 intervenants et intervenantes. Donc à ma droite, Charlie Urutiague, qui
est responsable de Solibat Nouvelle-Aquitaine pour les compagnons bâtisseurs. On a Tiffaine Berthomé, architecte pour le collectif Cancan. Émilie de Robert, chef de projet économie circulaire pour le bureau d'études Néo-Éco. Et Alicia Gori, qui va introduire cette soirée et qui est chef de projet pour la CERC Nouvelle-Aquitaine. Je te laisse te présenter et présenter l'acronyme aussi. Parfait. Je veux bien le... Oui. Donc, je suis Alicia Gori de la CERC. Donc, la CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Comme son nom l'indique, c'est un observatoire sur la filière de la construction. On est une CERC par région et on a un statut associatif, ce qui fait que notre rôle, c'est de mettre à disposition de nos membres, que vous pouvez voir sur le diaporama, des outils d'aide à la décision qui touchent tous les sujets de l'acte de construire finalement. Et il y en a un qui concerne les matériaux, les déchets et l'économie circulaire de manière plus générale. Comme Émilie, les fois précédentes, je vais revenir un tout petit peu sur quelques éléments de définition et de cadrage réglementaire pour rappeler ce qu'est le réemploi. Donc je vais me baser pareil sur la hiérarchie des modes de traitement qui est dans le Code de l'environnement, tout simplement pour rappeler que le réemploi, ça vient tout de suite après l'étape de prévention qui consiste à se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de se séparer de cet élément-là et de se dire que le réemploi, c'est vraiment pas un déchet et quelque chose qu'on va remettre en circulation pour un usage similaire à celui pour lequel il a été conçu. Et dès lors qu'on ne peut pas faire de réemploi, on va descendre dans la hiérarchie en essayant de faire de la réutilisation, donc en détournant potentiellement ces matériaux. Et si on ne peut pas, on va essayer d'aller vers du recyclage pour faire de la valorisation matière. Si c'est toujours pas possible, on va essayer tant bien que mal de faire de la valorisation énergétique. Et si on peut vraiment rien faire, on va aller vers de l'élimination. Et c'est ce qu'on cherche bien évidemment à éviter à tout prix. Cette hiérarchie des modes de traitement s'inscrit dans un cadre plus global de cadre réglementaire. Donc, elle a été inscrite dans la loi pour la transition écologique et la croissance verte en 2015. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été mis en place sur l'économie circulaire dans cette loi-là. Ensuite, il y a eu la réglementation environnementale 2020, donc mise en vigueur en 2022, qui là va encourager le réemploi dans le sens où, vu qu'on cherche à réduire l'impact carbone et que les matériaux de réemploi vont avoir un poids de 0, c'est plutôt favorable à encourager le réemploi dans l'utilisation, en utilisation dans la construction. Et puis, il y a eu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est toujours en vigueur, qui là va instaurer plein de choses, notamment les diagnostics PEMD à la place des diagnostics déchets, qui vont chercher à identifier également les matériaux qui vont être réemployables, qui vont instaurer le tri 7 flux, contrairement à ce qui était avant le tri 5 flux, qui va mettre en place la REP PMCB, et je vais faire un petit focus juste après dessus, et qui va mettre des objectifs de commande publique avec des éléments de réemploi ou de réutilisation, ou qui intègrent en tout cas des matériaux recyclés. Sur la REP PMCB, donc la responsabilité élargie du producteur des matériaux de construction de bâtiments, ça a été mis en place là en 2023, il me semble. Je crois que ça a été actif en 2024, j'ai plus les dates exactes en tête. Le principe, c'est celui du pollueur-payeur. Donc en fait, on va, nous, en tant qu'usagers, soit particuliers, soit professionnels, quand on va acheter un produit neuf, on va payer une éco-contribution, comme quand on achète un lave-linge, par exemple. Cette éco-contribution, elle va être reversée à l'entreprise, à notre distributeur, à notre fournisseur, qui va la collecter et qui va la donner à un éco-organisme avec qui elle aura conventionné. L'éco-organisme, cet argent, il va s'en servir pour alimenter un certain nombre de dispositifs de traitement, de valorisation, de recyclage, et notamment les opérateurs de gestion des déchets, qu'ils soient publics ou privés. Et ça a pour but, entre autres, de faire en sorte que nous, en tant qu'usagers, on puisse aller déposer ces éléments-là triés. Alors, il y a un certain nombre de petites conditions, mais il faut que ce soit trié dans les points de reprise qui ont conventionné avec un éco-organisme, et on peut le faire gratuitement. L'objectif global de la REP, très très rapidement, c'est d'améliorer la gestion des déchets et d'améliorer le recyclage et le réemploi. Il y a 4 éco-organismes qui sont positionnés sur cette filière, peut-être que vous les connaissez déjà, Ecominero, Valobat, Valdelia et Ecomaison. Et ils sont structurés avec un éco-organisme coordonnateur qu'on appelle l'OCAB. Sur ces éléments-là, donc il y a des objectifs de recyclage qui ont été mis en place sur différents flux, les matériaux inertes, les métaux, le bois, le plastique, le verre et le plâtre.
Ce sont les principaux flux du décret 7 flux. Le seul qui n'y est pas, c'est celui des papiers, des cartons, qui fait l'objet d'une REP à part. Je passe assez rapidement sur les objectifs de recyclage. Ce que vous voyez en vert, mais que vous voyez peut-être en marron sur le diaporama, ce sont les niveaux actuels qui avaient été estimés par l'ADEME en 2021, et les petites cibles font référence à ce qui était les objectifs de 2027, sachant qu'il y avait des objectifs intermédiaires. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie réemploi. L'estimation de 2021, elle était qu'on était à 2% de réemploi en 2021 et qu'on cherchait à aller vers plus de 5% en 2027. Donc il y a eu une étude déjà pour recaler un petit peu comment est-ce qu'on avait mesuré ces 2%, parce qu'on se pose tous un peu la question de comment on y arrive. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour aller vers cet objectif de réemploi. Donc la REP, elle met en place 2 volets. Le premier, il concerne la reprise. Parce que les éco-organismes, ils ont un objectif de maillage. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année 2026, ils doivent avoir mis en place des points de maillage à 10 km de tous les chantiers ou 20 km dans des zones un petit peu moins denses. Et ce qui est intéressant, c'est la définition du point de maillage. Un point de maillage, c'est un point qui reprend les 6 flux qu'on vient de voir juste avant, mais c'est aussi un point de reprise qui récupère du réemploi. Donc il y a une zone de réemploi intégrée. Et parmi ces points de maillage-là, la moitié doivent récupérer également des déchets dangereux. Donc les zones de réemploi, c'est vraiment un peu la nouveauté de la REP, de se dire qu'il faut vraiment qu'on ait des points de collecte un petit peu partout sur le territoire. Et puis le deuxième volet, c'est le fait que les éco-contributions, elles vont également servir à alimenter les appels à projets et les AMI sur le réemploi. Et je vous ai mis quelques exemples sur le diaporama. Il n'y a pas uniquement des financements sur les plateformes de réemploi, il y a aussi des financements sur tout ce qui est diagnostic PEMB, des expérimentations de chantiers, de déconstruction, de reconstruction, des accompagnements sur plusieurs années, etc. Pour revenir sur les zones de réemploi, c'est pas quelque chose qui est encore très développé, mais pour autant, il y a quand même des choses qui se sont structurées en région, et c'est nous ce qu'on a essayé d'observer ces dernières années. Donc à l'entrée, vous avez pu voir l'annuaire des plateformes de réemploi. Donc en fait, on a lancé en 2023 une enquête auprès de plateformes de réemploi en poursuivant un travail qui avait déjà été initié par la CADRES. C'est peut-être un collectif qui vous parle, le collectif néo-aquitain pour la déconstruction et le réemploi dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on a cherché à vraiment comprendre qui étaient ces plateformes de réemploi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a finalement un modèle économique presque par plateforme, donc c'est pas évident de les distinguer. Donc on a essayé de les classer en 3 catégories. La première catégorie, ce sont plutôt des entreprises qui sont spécialisées dans la déconstruction ou dans la gestion de déchets, par exemple, et qui vont avoir des grands espaces de stockage, qui vont avoir une gamme de produits sur les matériaux de bâtiment assez développée, qui vont être potentiellement même spécialisés dans le BTP. Tandis que les plateformes de catégorie 2, qui sont plutôt des ressourceries, des recycleries, là, elles vont avoir plein de flux différents, des jouets, du textile, etc. Et donc, la gamme de produits BTP va être plutôt réduite. Et enfin, les plateformes de catégorie 3, ce sont des plateformes qui sont gérées par des antiquaires, des restaurateurs du patrimoine, et qui, là, vont gérer des flux très spécifiques, plutôt à forte valeur patrimoniale, voilà, donc de gestion du patrimoine plus ancien. Et donc ceux-là, ils n'ont pas voulu répondre à notre enquête parce qu'ils ne se sentaient pas concernés. Donc je trouve que c'est aussi un sujet, c'est révélateur un petit peu de qui se sent concerné par ça. Mais nous, on les a gardés parce que ça fait quand même partie des flux de réemploi qui sont à considérer. Et pour finir, quelques chiffres de ce qu'on a pu identifier à travers cette enquête-là. Tout d'abord, en termes de surface, on était à une moyenne... En moyenne, 740 mètres carrés de surface de stockage dédiée aux produits du bâtiment. Et en fait, il y a des grosses disparités entre les plateformes. Ça va de 100 à plus de 4000 mètres carrés pour les plateformes qu'on a appelées de catégorie 1, avec 50% de ces plateformes qui sont plutôt entre 300 et un peu plus de 1000 mètres carrés de surface de stockage dédiée aux matériaux du bâtiment. Tandis que les plateformes de catégorie 2, vous voyez, les espaces ils sont un petit peu plus réduits. On est entre 20 et plus de 2000 tonnes. Je suis habituée à parler en tonnes. Et plus de 2000 mètres carrés de surface sur ces produits-là. Et la moitié font moins de 300 mètres carrés, ce qui commence à être un petit peu restreint selon les besoins. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les plateformes de catégorie 1, on a plutôt des plateformes qui vont avoir tendance à être en intérieur ou couverts, tandis que sur les plateformes catégorie 2, ça peut être couvert, mais c'est beaucoup en extérieur, donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions de stockage.
Ensuite, en termes d'emploi, sur les plateformes qui nous avaient répondu, on avait comptabilisé 511 personnes qui étaient mobilisées sur les plateformes, avec un tiers de CDD, CDI, un quart de personnel en insertion, et le reste, c'était beaucoup des bénévoles. Si on veut encore faire la différence entre les catégories 1 et les catégories 2, sur la catégorie 1, on a principalement des personnes en CDI ou CDD ou en insertion, tandis que sur les plateformes de catégorie 2, on va plutôt être sur la moitié d'effectifs en bénévoles, parce que ce sont souvent des associations. Et enfin, en termes de tonnage, alors là, on a eu plus de difficultés à obtenir des réponses parce que tout le monde n'a pas un système de suivi très précis. Mais sur les 15 plateformes, on avait 650 tonnes de collectées sur une année, avec des éléments intéressants sur le fait que ce qui était le plus apporté finalement sur les plateformes, c'était les menuiseries. En top 1, que ce soit les menuiseries intérieures ou extérieures. Ensuite, tout ce qui était sanitaire et plomberie. Et en dernier, tous les éléments de gros œuvres, donc la charpente, les éléments d'enveloppe, les tuiles, etc., étaient considérés dans cette catégorie. Donc voilà les éléments un petit peu de ce qu'on pouvait ressortir. À noter qu'on va relancer cette enquête très exhaustive cette année, là, très prochainement. Donc on va pouvoir avoir une évolution aussi, parce que c'était il y a 2 ans, donc il y a certainement des choses qui ont évolué. Voilà, donc ça c'était pour la partie sur les plateformes physiques et permanentes, je précise, de réemploi. Mais il y a plein d'autres manières de gérer les flux, et donc je vais laisser les autres intervenants en parler. Merci. Merci beaucoup Alicia. Donc on va démarrer sur le premier thème. Et là je vais me tourner vers Émilie et Tiffaine. Donc avant de vous présenter et votre rôle dans vos structures respectives, ou après plutôt, je vous poserai cette question, donc vous pouvez déjà réfléchir. En tant qu'AMO, économie circulaire et emploi, comment on accompagne une maîtrise d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre pour trouver des ressources? Donc je ne sais pas si Tiffaine va peut-être démarrer, oui. Oui. Bonjour à tous. Vaste question. Du coup, comme on avait prévu, je me présente. Donc, je suis Tiffaine du collectif Cancan. Ce collectif Cancan, c'est un collectif pluridisciplinaire, même transdisciplinaire, à fonctionnement horizontal, essentiellement composé d'architectes, mais pas que. On a été rejoints par des artistes, designers, urbanistes, ingénieurs, ce qui fait qu'on traite de beaucoup de projets différents et qu'on hybride beaucoup nos pratiques. Des pratiques qu'on souhaite engager sur le volet social, sur le volet environnemental évidemment, avec la prescription et l'utilisation de matériaux écologiques, biosourcés, géosourcés, de réemploi évidemment, locaux et vernaculaires. Et tout ça, autant que possible, avec une grosse empreinte participative et collaborative, ou plutôt active et collaborative et participative. Et tous ces engagements, ils se traduisent donc dans les différents projets qu'on mène. On peut être à la fois, vous nous connaissez probablement sous différentes casquettes pour ceux qui nous connaissent, mais on peut être à la fois des faiseurs un peu à l'échelle de l'objet, que ce soit sur des projets de particuliers en intérieur ou des projets sur les espaces publics. On a aussi la casquette de concepteur et de maître d'œuvre, vraiment à l'échelle de l'espace, et une autre casquette, et c'est celle que je vais prendre ce soir particulièrement, mais pas que, je pense que je vais un peu jongler, mais c'est sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'expertise, les accompagnements. Donc on traite de divers sujets, les deux phares, c'est l'occupation transitoire, qui est une sorte de réemploi des espaces en tant que tels, et le réemploi des matériaux de construction, donc beaucoup plus spécifiques. Et là, on est vraiment sur les accompagnements stratégiques. Alors, pour répondre à la question, comment ça marche comme ça ? Déjà, avant de trouver des ressources, je vais faire pas mal de petits chemins avant d'arriver à la réponse, mais c'est qu'il n'y a pas une réponse. Et avant toute chose, il faut savoir bien s'entourer. Il faut s'entourer d'acteurs convaincus au maximum, parce que de toute façon, il y aura toujours de la pédagogie quand on mène des projets de réemploi. Et ça, quelle que soit l'échelle. Ensuite, je souhaitais amener aussi le fait que dans le sujet du réemploi et dans les accompagnements qu'on mène, il y a quand même deux grandes visions et deux grands niveaux d'accompagnement qui se rejoignent, qui ont des choses en commun,
mais il faut comprendre que c'est des choses qui sont complémentaires. On a les niveaux d'accompagnement un peu macro, méta, AMO, où on accompagne une stratégie beaucoup plus de territoire, de parc immobilier, où on va avoir une vision vraiment globale sur la chaîne d'acteurs. Et ça, c'est important parce que l'un nourrit l'autre, en fait. C'est une échelle où on va prescrire des stratégies, on va avoir un impact sur la politique de l'aménagement, de la ville, du territoire et du paysage. Et dans ces accompagnements-là, on essaye aussi de mettre en place des outils pour généraliser des pratiques et les systématiser. Donc ça, c'est un peu le squelette du réemploi aujourd'hui et dans ce qu'on appelle la filière ou la genèse de la filière. Et après, il y a la vision micro. Et donc à cette échelle-là, on est vraiment à l'échelle du projet. C'est l'échelle des prescripteurs, des concepteurs et des faiseurs, plus spécifiquement. Et donc là, à cette échelle-là, on réfléchit vraiment à travailler des liens entre les acteurs. On est plus sur un impact sur la gestion de projet, sur le management de projet et sur la réflexion à l'échelle réellement d'un PEM. Alors j'ai probablement utilisé ce mot assez souvent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire produit, équipement et matériaux. Et donc là, on est à l'échelle vraiment de l'articulation et du lien. Et donc, quel que soit le niveau finalement d'accompagnement pour aller trouver cette ressource, c'est fractal en fait. On a des réflexes communs. Et pour trouver des ressources, c'est pas juste je cherche de la ressource et je la trouve. C'est d'abord il faut connaître son territoire. Il faut connaître son territoire et le rôle des acteurs qui sont présents sur ce territoire. Et les acteurs, ils ne sont pas forcément tous visibles sur la place publique. Il faut savoir où on insère son besoin aussi, son besoin et son projet dans la chaîne d'acteurs. Est-ce qu'on parle de déconstruction? Est-ce qu'on parle de construction? Parce que la ressource, on peut en avoir besoin comme on peut les mettre. Est-ce qu'on est dans la conception? Est-ce qu'on est dans le reconditionnement aussi? Donc, dans toutes ces thématiques, il y a beaucoup d'acteurs. Et on se situe soit en transversal, soit sur certaines thématiques. Donc il y a beaucoup de monde autour de la ressource. Et plus concrètement, après, si on doit essayer un peu de généraliser, comme je disais, c'est assez commun qu'on regarde à l'échelle macro ou à l'échelle micro. Alors évidemment, il y a des différences, mais il y a toujours le sujet de réaliser un état des lieux. Donc on peut faire un état des lieux du métabolisme, de ce qui se passe sur le territoire, mais aussi un état des lieux du bâtiment quand on en a un et qui doit être réhabilité ou déconstruit. Donc quand on va vraiment regarder la ressource, mais on peut faire aussi un état des lieux de l'offre qui est sur le territoire. Il faut qu'on identifie les freins et les leviers qui sont liés à chaque PEM qu'on souhaite introduire, et aussi les freins et les leviers à chaque typologie du projet qui va réintroduire le PEM. Il faut savoir formaliser les ambitions. Et alors, il ne faut surtout pas hésiter à mettre des ambitions toujours très, très, très élevées. Vraiment, pas parce que c'est l'objectif de faire toujours plus fort, c'est parce qu'il y a tellement de freins, il y a tellement d'acteurs différents, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prédire quand on souhaite mettre en place un PEM de réemploi, qu'il vaut mieux avoir des ambitions assez fortes qui vont forcément s'abaisser. Il ne faut pas en avoir honte. À la fin, le but, c'est d'y arriver. Mais du coup, autant essayer de commencer fort. Même s'il y a des produits stars faciles, et ça, c'est quand même une ambition forte de mettre des produits stars. En dernier conseil aussi, c'est avoir une part de créativité, ou laisser parler sa créativité. Il faut toujours imaginer ce que un PEM présent peut devenir sur un autre projet. Et j'ai même envie de dire qu'il faut savoir être naïf et un peu oublier les cadres normatifs dans un premier temps, parce qu'on se confrontera très vite à la réalité. Et c'est grâce à la naïveté que parfois on va trouver des solutions. On peut créer ses propres outils. Il faut savoir faire des propositions formelles, les formaliser et défricher les techniques. Ça, c'est aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de cadres de recommandations techniques pour tous les matériaux. Donc, il faut parfois aussi créer ses propres techniques. Je ne sais plus si j'avais... Non. Donc, je pense que j'arrive à la fin de toute façon de mon temps. C'était juste pour dire que, en gros, il y a à l'échelle d'un projet d'architecture, puisqu'on est dans l'antre des architectes,
il y a quand même des jalons et des réflexes à avoir, que ce soit avec ou sans accompagnement. Évidemment, je ne peux que encourager les projets à s'entourer d'un expert réemploi, que ce soit côté de maîtrise d'ouvrage ou côté de la maîtrise d'œuvre. Pas parce que ça m'intéresse, mais plus parce qu'en fait, il y a une réelle notion déjà de spécificité. Il faut connaître, comme je disais, les acteurs, le territoire et tout ça, et ça, c'est du temps. À l'échelle d'un projet, c'est du temps de réintroduire des matériaux de construction. Il y a plein de moments très spécifiques, et quand on est concepteur, quand on est maître d'œuvre, on a aussi beaucoup d'autres sujets à traiter. Et l'expert réemploi des équipes, il est là pour être un réel support, une fonction support du projet, et pour vraiment accompagner la démarche le plus facilement possible. Et donc, à chaque temporalité de projet, il y a des réflexes à avoir. Je ne vais pas aller dans les détails, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais à chaque temporalité, on va avoir des phases plus ou moins allongées aussi. Et ça, il faut aussi l'admettre, il faut aussi prendre le temps pour réussir à aboutir des projets de réemploi. Merci. Émilie, je te laisse la parole. Donc, si tu veux bien te présenter, ton rôle, et répondre aussi à la question. Bonjour à tous. Du coup, donc, je vais d'abord vous présenter rapidement NeoEco, ce que j'oubliais de faire à chacune des tables rondes précédentes. Donc, nous sommes un bureau d'études en économie circulaire, basé, présent dans toute la France, divisé en cinq grandes équipes, qui représentent à peu près une 50aine de personnes, entre des ingénieurs, quelques architectes maintenant. Des commerciaux, voilà, une équipe très multidisciplinaire et très sympathique. On travaille du coup on a 3 leviers d'action principaux. On travaille du coup sur la thématique de stratégie économie circulaire. Donc là, on est plutôt à l'échelle de territoire, de quartier, de ville, de maîtrise d'ouvrage, d'aménageurs, pour les accompagner dans la rédaction de leur stratégie d'économie circulaire, définir des outils, des feuilles de route, des chartes, plein de choses. On travaille aussi sur une thématique plutôt écomatériaux et filières, donc je ne vais pas trop en parler parce que c'est moins le thème, mais là c'est plutôt la partie vraiment valorisation, intégration des coproduits. Donc en fait là on vient accompagner des industriels ou des gros gestionnaires d'infrastructures qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets pour les aider à l'intégrer dans une nouvelle filière. Ça, tout se recoupe un petit peu parce que du coup ces nouveaux matériaux qu'on essaye après de prescrire pour les tester et les mettre en œuvre dans des produits et des bâtiments surtout. Notamment via ce dernier prisme d'accompagnement qu'on a, qui est le chantier circulaire. Du coup, là, c'est vraiment plus un rôle d'AMO, en fait, un peu comme ce que Tiffaine vient d'expliquer. AMO ou BE économie circulaire dans un bureau de maîtrise d'œuvre. On vient travailler sur des projets de déconstruction, reconstruction, réhabilitation, espace public, aménagement, toutes ces choses-là. Voilà pour la présentation de NeoEco. Et du coup, pour répondre un petit peu plus rapidement à la question et montrer un peu des exemples, en fait, là, l'objectif, c'était de vous montrer un peu, j'ai repris donc l'accompagnement macro et micro comme Tiffaine l'a expliqué précédemment. Moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant et ce qui actuellement est notre, on va dire, réseau principal et le levier principal pour trouver en fait des ressources en tant qu'AMO ou BE sur des projets, c'est à l'échelle de l'accompagnement macro. En fait, c'est vraiment cette vision globale qu'on peut avoir sur un territoire. Au-delà d'accompagner plusieurs acteurs, on travaille aussi en général pour chacun de ces acteurs avec d'autres bureaux d'études ou AMO, ce qui nous permet aussi d'échanger un maximum sur les ressources, les partages de connaissances, etc. L'accompagnement macro permet aussi d'avoir des diagnostics des flux. Donc là, c'est vraiment venir connaître précisément, je ne vais pas dire très précisément, mais connaître plutôt grande maille les ressources qui vont être générées par un territoire, par un projet. Et voilà, ça permet ensuite, donc Tiffaine en a un peu parlé, mais de développer potentiellement des filières, que ce soit recyclage ou réemploi. On a des exemples un peu dans les deux. Et comme je disais, ça permet surtout, notamment notre accompagnement qu'on a pour le GPV, qui a permis aussi l'organisation de cette table ronde ce soir et qui permet à tout le monde d'échanger, de partager des retours d'expérience et de diffuser la connaissance. Ça, c'est plutôt à l'échelle, on va dire, plus globale. Sinon, à l'échelle vraiment d'un projet micro, il y a plusieurs leviers aussi
qui sont appliquées donc vraiment à l'échelle d'un projet. Donc déjà, si on est sur un projet de déconstruction, ça veut dire que nous, on est producteur de ressources et que notre objectif, c'est vraiment de venir faire diffuser notre ressource et qu'elle trouve un exutoire de réemploi. Donc là, nous sommes vraiment nous-mêmes source de ressources. Beaucoup utiliser ces deux mots ce soir, il ne faudra pas se tromper. Là, l'objectif, c'est vraiment de venir partager au maximum. Et en fait, les réseaux qu'on utilise actuellement sont plutôt des réseaux informels. On va parler des quelques plateformes, vraies plateformes qui existent. Mais honnêtement, pour ma part, c'est surtout des boucles de mails avec un carnet d'adresses mail d'AMO, d'architectes qui commencent aussi à être sensibilisés et intégrer des projets. Et en fait, c'est vraiment, actuellement, moi, j'ai mis quelques exemples. Il y a Ruse, il y a Cancan, nous, on est dans les deux aussi, Nobatech, Terreo, enfin voilà, il y a aussi beaucoup d'acteurs avec lesquels on échange régulièrement pour se diffuser les ressources. Et là, c'est là où je peux comprendre que du coup, les ressources sont moins visibles sur la place publique. Et donc, l'objectif des échanges qu'on va y avoir juste après, c'est de vous montrer aussi comment vous pouvez avoir accès à ces ressources et qu'elles deviennent de plus en plus publiques. Sinon, l'autre biais, là, on est plutôt sur des projets de construction. On va en parler un peu toute la soirée, mais un des on va dire, chemins phares pour trouver des ressources de réemploi, c'est de se tourner vers les artisans spécialisés. Je vous ai mis l'exemple, par exemple, de l'officine du réemploi pour le bois. Voilà, qui permettent aussi d'avoir des solutions vraiment opérationnelles. Voilà pour cette première question. Merci. Charlie, je me tourne vers toi. Donc vous avez un rôle encore très différent. Vous êtes vraiment au plus proche des matériaux et des équipements. Est-ce que tu peux nous présenter les Compagnons, votre plateforme de matériaux de réemploi Solibat, et aussi entre les deux, votre travail de déconstructeur et de gestionnaire de stock? Ouais, bonjour, donc Charlie Rutiager, responsable de Solibat en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, je ne peux pas parler de Solibat sans parler des Compagnons bâtisseurs. Compagnons bâtisseurs, c'est au départ un mouvement d'entraide et de solidarité, donc c'est vraiment notre ADN, qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moment où des volontaires se retrouvaient pour autoconstruire pour les personnes les plus démunies socialement et économiquement, et qui n'avaient pas non plus les savoir-faire pour reconstruire leur logement. C'est la période des castors qui était un mouvement plus autonome, on va dire, socialement. Le mouvement, il a muté, il s'est transformé en association régionale. Donc, en ce qui concerne les Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, l'asso a été créé en 2005. En gardant ce pilier, on va dire, que nous, on le définit comme étant notre pôle habitat, c'est-à-dire on fait de l'accompagnement à l'autoréhabilitation des personnes les plus précaires. On organise également des ateliers bricolage, on accompagne des chantiers participatifs. Pour moi, c'est important parce que c'est pas la partie professionnelle du réemploi, mais c'est ce qui participe aussi à diffuser de la culture du réemploi en fait, et de l'autonomie on va dire apprendre la culture du réemploi. C'est aussi une culture du soin, une culture de réparer, une culture de savoir faire des choses soi-même. Et je pense qu'avant de le faire, y compris dans des projets pro, en fait, c'est aussi du bon sens quotidien. Donc, je ne vais pas m'étaler sur cet aspect, mais qui reste un pilier de l'association. Et on a développé des activités insertion. Donc, on fait de l'insertion par l'activité économique dans les départements des Landes et de la Gironde, sachant qu'on est présent. La carte que vous voyez là, c'est on va dire notre couverture géographique, c'est l'ensemble des départements de l'Aquitaine. On n'est pas devenu néo-aquitain avec le changement de région. Et donc dans tous ces départements, on a nos activités habitat, et Gironde et Landes, on a des activités insertion par l'activité économique. Donc là, on accueille des personnes éloignées de l'emploi. Ça reste notre vocation sociale d'insertion par l'habitat et le logement, qui travaillent avec nous et qu'on accompagne vers l'emploi sur une durée de 2 ans maximum. Donc à travers de la formation, de l'accompagnement socio-professionnel, etc. À ce projet d'insertion est venu se greffer le projet Solibat. Solibat, en réalité, c'est né en 2010,
2010, 2010 maintenant, en région Centre-Val de Loire, au départ sur une dynamique d'anti-gaspillage. C'est-à-dire qu'on capte des dons de fabricants, négociants, qu'on réserve à des publics modestes et très modestes et à des associations à vocation sociale et solidaire. On a démarré la plateforme Solibat en Gironde de cette manière. C'était à Artigues, près Bordeaux, au départ. On a conservé cette activité de, on va dire, anti-gaspillage. Et c'est assez impressionnant, comme moi je viens plutôt au départ du secteur du bâtiment et du réemploi, de voir ce que ça représente en fait, l'anti-gaspillage et tout ce qui va être fin de stock de fabricants et négociants de matériaux. Je pense qu'on ne se rend pas compte quand on n'y est pas confronté. En fait, tant qu'on ne nous a pas proposé 30 semis de matériaux neufs, sans parler de matériaux de réemploi, bon, c'est un peu difficile de mesurer la chose. Et en 2022, à peu près, on a fait muter l'activité de Solibat en l'intégrant à notre pôle insertion par l'activité économique, de manière à mixer, à mettre le projet Solibat et également au service du réemploi. Donc aujourd'hui, Solibat, c'est 2 plateformes. Il y en a l'une qui est à Mérignac. On est hébergé à la base du réemploi, avec les colocataires que je présenterai tout à l'heure. Et une autre plateforme à Saint-Martin-de-Seignances, donc proche de l'agglomération bayonnaise. Notre force, c'est qu'on fait du chantier et de l'insertion par l'activité économique. Donc on est en capacité de faire du chantier de dépôt soigné avant curage. On se pose aujourd'hui, y compris la question de faire sur des petits chantiers, ça devrait commencer d'ici la fin de l'année, faire y compris le curage et les prestations de dépôt soigné de manière à simplifier la vie des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage. Alors en partenariat certainement avec Try & Collect, de manière à optimiser le volet gestion des déchets qui n'est pas notre métier. En fait, nous, ce qu'on gère, c'est de la ressource. Et on fait également du chantier avec notre équipe, avec nos équipes Solibat, du chantier de repose en réemploi. Et pour ce faire, on est également en capacité de mobiliser les autres équipes de nos chantiers d'insertion en Gironde, sachant qu'en Gironde, on a 8 équipes d'insertion. Alors peut-être que je dépasse le temps. Je sais pas. Mais... Est-ce que tu as un exemple à nous présenter peut-être aussi avant de passer à l'exemple, juste un mot, nos plateformes Solibat aujourd'hui, c'est des plateformes multimatériaux, multiflux. Donc clairement, au niveau de l'offre, c'est sûr qu'on n'a pas des quantités de matériaux incroyables sur des mêmes gammes, etc. On a quand même des choses en stock, même si on a encore beaucoup à travailler sur l'optimisation et sur la mise en visibilité de nos stocks. Et le meilleur moyen en fait de nous faire travailler, et là je fais écho à ce qui a été dit juste avant, et de faire du réemploi en vue de le massifier, c'est clairement de faire circuler les gisements d'un chantier à un autre. Et nous, on a un outil opérationnel pour ce faire. Voilà. Et un exemple de chantier que je pourrais citer, c'est un chantier girondin alors que moi j'ai pas connu, donc j'en fais part, mais donc c'était un chantier pour Aquitanis, le chantier du Clos des Vergnes. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce chantier, c'est qu'on a fait appel à nous alors qu'il y avait des exutoires qui étaient déjà fléchés. Alors il y a eu de la couverture, des menuiseries intérieures, des escaliers, des chaudières, des équipements sanitaires, des dalles de terrasse, etc. Mais ce qui a permis de déposer tout ça et que la maîtrise d'ouvrage s'y retrouve économiquement, c'est qu'il y avait une partie des matériaux qui étaient fléchés pour du réemploi au sein du parc d'Aquitanis, d'une part, et d'autre part, un exutoire auprès de Copébat qui construisait son siège social, avec notamment des ateliers d'artisans, et qui ont récupéré 800 mètres carrés de tuiles, si je ne dis pas de bêtises. Donc les tuiles avaient été déposées, conditionnées correctement, démoussées, conditionnées et livrées à Copébat qui les a reposées par la suite. Voilà. Et ça illustre bien le propos d'avant, c'est de dire aujourd'hui sur nos plateformes on fait du multimatériau, par contre on a un outil pour faire des choses un petit peu plus massives. C'est moi.
On va enchaîner sur un autre thème. Comment on fait aujourd'hui pour trouver des ressources? Où est-ce qu'on va? Et vous avez des exemples à nous donner. Je vais commencer avec toi, Tiffaine. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche Refaire et la plateforme numérique Refaire de réemploi? Oui, je peux faire ça. Donc, des exemples concrets et un exemple qu'on mène et qu'on construit avec la FAB depuis 2017 maintenant, donc ça commence à faire quelques années. C'est un accompagnement qui a 4 grandes phases, la démarche Refaire, autour du réemploi de la réutilisation des matériaux de construction dans un premier temps, et désormais beaucoup plus tourné sur l'économie circulaire plus largement, et qui a intégré aussi le volet espace public, dont la FAB, c'est un aménageur de Bordeaux Métropole, une SPL. Donc nous, on mène cet accompagnement sur des... Alors, je vais peut-être présenter les 4 temps, juste pour comprendre pourquoi il y a 4 temps et que ça dure depuis 2017. Mais quand je disais qu'il faut savoir être patient, voilà, il faut du temps pour... L'objectif, c'est de créer une filière. La FAB s'est mis cet objectif, c'est pas de créer la filière, mais de donner une dynamique. Et donc en 2017, on est plutôt sur une phase où on benchmark, on étudie les flux, on regarde les acteurs. Ensuite, en 2019, on est plus sur une phase d'expérimentation. On se concentre vraiment sur les déconstructions. On essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire une dépose préservante. On bouscule les démolisseurs. On met en valeur des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont déjà ces pratiques, et on essaye de les insérer dans des temps où il y a des appels d'offres publics ou assez complexes, où ces structures n'ont pas forcément l'habitude d'y répondre à ce moment-là. Et pour réussir à montrer qu'on peut déconstruire et préserver les matériaux. Et puis de là, on arrive après sur le 3e temps, qui est le temps de la réplicabilité, où on va chercher à boucler la boucle en mettant les matériaux déconstruits dans des projets récepteurs. Et le 4e temps, c'est celui qu'on mène aujourd'hui, et donc c'est plus large, c'est l'économie circulaire, et il y a désormais l'espace public avec NeoEco qui a intégré la boucle. Donc, comme je disais, c'est des projets émetteurs. En 2025, on en décompte 23 bâtiments déconstruits où il y a réellement eu une démarche qui a abouti à du réemploi, avec plus de 88 tonnes de matériaux réemployés, et uniquement réemployés, et où on a bien tracé leur réemploi. Donc, ça exclut le recyclage ou les matériaux laissés en stock. Et des projets récepteurs, ou des projets de construction, de réhabilitation avec des opérateurs, promoteurs et bailleurs, et avec des concepteurs évidemment. Donc là, nous, on en suit 15 actuellement sur la démarche, et sur ces projets récepteurs, il y a une ambition affirmée et un objectif à atteindre pour ces derniers, c'est 5% des coûts de travaux dédiés à la démarche de réintroduction des matériaux de réemploi, donc à la fourniture. Et en plus, avoir un référent dédié au sujet du réemploi. Donc référent, ça veut dire soit un expert, soit quelqu'un dans l'équipe qui porte cette casquette et qui sera la personne vers qui on se tournera pour toujours discuter des évolutions du projet. Et pour soutenir une telle ambition, il faut mettre en place des outils. Donc il y en a 2 phares sur Refaire. Le premier, c'est la plateforme numérique. Elle a été développée en propre sur l'initiative financière de la FAB, donc avec des moyens relativement sobres, mais une plateforme numérique qui répond à des besoins très concrets de mettre en visibilité la matière et au profit du territoire. Et le deuxième outil qui est le pendant de la plateforme numérique, c'est la plateforme physique. Et donc le sujet de plateforme physique, il a été décliné sous plusieurs angles. Il y a le sujet des plateformes physiques de stockage, tampon sur les secteurs de projet quand cela est possible. Donc avoir du stockage éphémère pour pouvoir permettre de la logistique, de déconstruire, stocker et trouver des repreneurs entre-temps ou d'autres lieux de stockage. Et une plateforme pérenne qui a pu voir le jour suite à un
foncier qui s'est libéré, un foncier de Bordeaux Métropole qui s'est libéré le long des voies de tram, donc sur Mérignac, un foncier qui devait être démoli et qui finalement, après étude express, s'avérait répondre et cocher quelques-unes de la liste de courses qu'on avait fait sur le lieu de stockage idéal sur la métropole pour mettre en place du stockage de matériaux de construction en réemploi. Et donc désormais, la BDR, la base du réemploi... Ah, il faut que je parle de la plateforme numérique peut-être. En fait, on va demander à Charlie après de plutôt nous Je pensais lui donner le micro tout de suite. Ouais. Mais je peux parler de la plateforme numérique puisqu'on est là pour ça quand même. J'avais dit quand il fait chaud, je perds le fil. Hein. La plateforme numérique, donc avant toute chose, c'est un outil phare. Donc ça, je l'ai dit, qu'il a été développé en propre par la FAB et ça permet de répondre à des besoins indispensables comme ceux de comment on recherche des matériaux de construction sur un territoire donné. Donc initialement plutôt sur le territoire Bordeaux Métropole. Depuis 2024, on a passé une étape, un step au-dessus, puisqu'il permet à des fournisseurs tiers, donc pas que la FAB et pas que Bordeaux Métropole bientôt, de pouvoir mettre en visibilité les matériaux dont ils sont détenteurs, des matériaux qui sont à la fois, qui peuvent être soit toujours sur site, donc non déconstruits, donc essayer de trouver des repreneurs en amont des déconstructions, donc pour pouvoir anticiper toute la phase après sur comment on monte après un cahier des charges de déconstruction, savoir lesquels matériaux on cible à la déconstruction préservante et minutieuse. Et ça permet aussi une animation numérique via un système de newsletter et d'actualité. Donc concrètement, on partage ces ressources en implémentant ces diagnostics ressources ou ces inventaires ressources sur la base d'une trame ou d'un tableur Excel type qu'on met à disposition. Derrière, il y a les abonnés qui peuvent manifester leur intérêt, donc faire leurs courses sur la plateforme. Et quand je dis courses, c'est pas vraiment des courses, puisqu'on appelle ça donc des manifestations d'intérêt. Il n'y a pas de transaction financière, il n'y a pas de réservation de matériaux. C'est vraiment le but de mettre en lien un besoin et une offre. Et donc mettre en lien des acteurs et des détenteurs avec des repreneurs. Et c'est aussi, il se veut un outil d'aide à la conception, parce que quand on fait sa liste de manifestations d'intérêt, derrière on peut télécharger différents éléments, dont des tableurs qui récapitulent un peu cette fameuse liste. Et quand on conçoit, ça permet d'avoir un outil pour discuter avec son bureau d'études, son bureau de contrôle en amont, avant de bien valider qu'on souhaite récupérer ces matériaux, par exemple. C'est aussi un outil de suivi avant les déconstructions. Alors plus spécifiquement pour nous, quand on accompagne la FAB sur les déconstructions. Ça nous permet de suivre les manifestations d'intérêt, de savoir quelles sont les quantités souhaitées et les quantités qu'on doit demander aux démolisseurs de déconstruire, ou aux déconstructeurs plutôt, de déconstruire. Et donc, juste pour être très précis sur refaire aujourd'hui, c'est une plateforme numérique très spécifique au territoire de la Gironde, de la Bordeaux Métropole. Il n'empêche que ça prouve qu'il est quand même très utile, parce qu'on a déjà 700 personnes abonnées. Donc c'est des personnes qu'on n'a pas forcées non plus à s'inscrire. En tout cas, on ne les empêche pas de se désinscrire. Il y a plus de 22 000 visiteurs depuis l'ouverture du site. Alors, ce n'est pas forcément que des visiteurs uniques. Il y a des personnes qui reviennent. On est à plus de 100% en pic d'utilisation du site sur les 3 ans. Et on a un taux d'ouverture des newsletters de 50%. Donc, ça veut dire que quand on envoie cette newsletter, donc il n'y a pas les 700 qui la reçoivent, il y en a 360. Et là, il y a la moitié qui ouvre la newsletter. Donc, les newsletters, elles peuvent justement être un moyen efficace de mettre en visibilité des matériaux, que ce soit des matériaux qui ont été implémentés dans la plateforme, mais ça peut être aussi des matériaux ponctuels quand il y a une urgence, quand il y a juste un gisement très spécifique.
Je prends l'exemple là de Pachama, qui est sur le Pays Basque, qui a plus de 1000 m² de polycarbonate. Il a son propre site, il a son propre réseau. Il n'arrive pas forcément à trouver des repreneurs dans le temps qui lui est imparti. Donc, on essaye de mettre en visibilité sur un territoire un peu plus éloigné, qui est la Gironde pour eux par rapport au Pays Basque, cette matière. Voilà. Je peux dire d'autres chiffres si vous voulez. Mais... Est-ce que en dehors du polycarbonate, on peut trouver quoi sur la plateforme? Peut-être pour en vrac un peu rapidement. Alors déjà, on peut trouver, parce que du coup j'ai cherché les chiffres, alors je l'ai dit, on peut trouver plus de 1400 produits en ligne aujourd'hui, et il y en a eu plus de 2000 depuis l'ouverture. Et sur ces 1400 produits, on peut trouver de tout. Donc il y a des sanitaires, il y a des luminaires, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a de la structure, il y a des tuiles. Il y a des dalles gravillonnées, il y a plein de choses. Mais en fait, comme je disais, c'est des éléments qui ne sont pas forcément déconstruits. Donc, c'est juste pour mettre en visibilité des matériaux à potentiel de réemploi. Après, depuis qu'on a la fonctionnalité fournisseur tiers, on a aussi aujourd'hui seulement 2 fournisseurs ayant un stock. Et ce sont justement, et ça va pouvoir faire la transition, les fournisseurs, les occupants de la base du réemploi. Donc on a Flip, Officine du réemploi et Solibat qui ont mis en visibilité quelques matériaux phares qu'ils ont dans leur stock. Comme je disais, cette plateforme, elle est développée avec des moyens assez limités. Donc on ne peut pas mettre en interaction des outils d'inventaire avec d'autres structures. On en parlera sur, je pense, le 3e thème ou en ouverture. Il existe beaucoup d'autres plateformes numériques à l'échelle nationale avec des modèles économiques privés ou des modèles économiques semi-privés de visibilité ou de vente. Donc là, c'est la première plateforme et d'ailleurs probablement l'unique qui fonctionne qui a été créée avec des données publiques et qui fonctionne avec son territoire et les acteurs de leur territoire juste pour faire de la mise en visibilité. Voilà. Merci. Donc on va faire le lien effectivement. Charlie, est-ce que tu peux nous présenter cette fois-ci, on va parler de plateforme physique, est-ce que tu peux nous présenter la base du réemploi à Mérignac, ce qu'on y trouve aussi? Ouais, donc on a la chance d'être accueillis effectivement à la base du réemploi qui a été construite par la FAB. La base du réemploi, on y trouve Thibaut, qui est là-bas, qui est menuisier, qui fait partie de Flip, Flip qui regroupe Thibaut, donc l'officine du réemploi, et Ruse, qui est représenté, qui est AMO, Bureau d'études réemploi, qui est représenté par Émeric, qui est présent également ce soir. Donc, qui sont en capacité pour Ruse de fournir du conseil, de l'AMO, etc. Et Thibaut surtout de fournir du mobilier, de faire tout un tas de prestations avec du bois de réemploi. Ça peut être du bardage, ça peut être quoi. Il fait plein de choses. Vous pouvez aller voir sur son site internet qui est très bien fait. C'est l'officine du réemploi. Tout à l'heure, il y a une petite slide qui présente ça. En ce qui concerne Solibat, pour le moment, nous, c'est un peu la pagaille. On a clairement un gros boulot à faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la difficulté pour les plateformes physiques comme nous, c'est la question de la gestion et de la mise en visibilité du stock. Depuis qu'on s'est mis sur la question du réemploi, etc., on a pris l'option de fonctionner avec un logiciel qui est un logiciel utilisé classiquement par beaucoup de recycleries. Qui s'appelle GDR, mais qui a le gros défaut de ne pas pointer vers un site web en ligne. Donc là, on est en train de faire développer avec le réseau national des compagnons bâtisseurs et donc les autres plateformes Solibat existantes, donc Région Centre qui est assez ancienne, Île-de-France qui est en train de créer une plateforme et Occitanie également. On fait développer un outil qui nous permettra de faire la gestion de stock, la vente, et la mise en visibilité en ligne. Donc normalement, début 2026, on aura un site web sur lequel il sera possible de faire de la précommande, de faire précommande, prise de rendez-vous pour retrait sur site, etc. Ce qui permettra clairement de faciliter les choses.
Les matériaux qu'on a, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est multimatériaux. Donc il y a du sanitaire, de la plomberie, de la menuiserie, de l'électricité, des volets. J'ai reçu 60 magnifiques volets bois persiennés bleu clair à Solibat 40 il y a une semaine. Voilà, donc bon, avant d'avoir un site web début d'année prochaine, on va commencer avant l'été, on va certainement ouvrir une page Facebook et un Instagram de manière à communiquer un petit peu régulièrement sur au moins nos arrivages, parce qu'on fait également dans nos arrivées de matériaux, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on fait de la collecte. Alors en Gironde, c'est uniquement de la collecte en pied de chantier. Mais dans les Landes, on s'est également mis, et là je fais écho à ce qui était décrit tout à l'heure, à mettre en place des zones de réemploi en déchetterie. Donc on en a 3 qui sont opérationnelles, c'est peut-être quelque chose qui viendra en Gironde. Et voilà, donc il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais petit à petit on y va. On peut, non, j'avais une slide après, pardon. Ouais, bon, ça c'est la base du réemploi. Après, l'idée, juste, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure, c'est de dire aujourd'hui on est une plateforme multimatériaux. Maintenant, sur le comment on fait pour pouvoir donner accès aux professionnels à plus de matériaux. À un moment donné, l'enjeu c'est de créer aussi régionalement des filières monomatériaux. On a aujourd'hui, c'est des choses auxquelles on pense sérieusement, qui seraient certainement à faire en partenariat avec d'autres acteurs du territoire. C'est des projets qu'il faut penser à l'échelle aquitaine, voire néo-aquitaine, parce que pour justifier d'une ligne de remise en état, de reconditionnement d'une typologie de matériaux, il faut vraiment fonctionner à un échelon régional. Donc je pense que voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels aujourd'hui on se penche. Et le schéma de la base pour le coup, si on prend le schéma de la base du réemploi existant, on est plutôt sur un outil vraiment au service du territoire, de manière avec les compagnons bâtisseurs qui sommes en capacité de faire de la dépose, des travaux de repose où on n'a pas de problème entre quoi. Alors on est une association, mais pour le coup, comme n'importe quelle entreprise, on a une décennale. Et on n'a pas de problème à engager notre responsabilité quand on pose des matériaux de réemploi. On a Flip qui fait toute la partie menuiserie. Ça nous arrive de faire des chantiers ensemble et quand c'est le cas, on est ravis. Donc déjà à ces 2 structures, on est en capacité de faire de la dépose, de la fourniture de matériaux, de la repose sur différents corps d'état. Et avec un espace de stockage tiers, c'est-à-dire que sur l'ensemble des racks de stockage qu'on a, on a 2 racks qui sont réservés pour faire du stockage tiers. C'est-à-dire que si vous avez des projets sur lesquels vous avez des opérations de dépose en vue de faire du réemploi in situ, mais que vous ne savez pas où mettre vos matériaux, on propose une prestation de location. On a un prix à la palette, plus des prix d'entrée-sortie. Il faut nous contacter pour ça. Alors on n'a pas une capacité de 3000 palettes, désolé. Mais on a quand même la capacité de stocker quelques dizaines de palettes et de proposer cette prestation. Voilà, en gros, la base du réemploi. Et là, quelques illustrations. On voit que derrière la vitrine, où il y a un très bel ERP, où d'ailleurs la majorité des aménagements menuisiers ont été réalisés par Thibaut, il y a des racks de stockage avec du matériel. Et j'ai mis quelques photos des réalisations de Thibaut de manière à vous inviter à aller voir son site web. Voilà ce que je pouvais dire sur la base du réemploi. Émilie, donc on a parlé de ces outils, cette plateforme numérique et cette plateforme physique qui sont aussi des démonstrateurs et des expérimentations et des laboratoires surtout d'expérimentation et des outils pédagogiques, ça il ne faut pas l'oublier je pense, et c'est hyper important pour justement aussi lancer la question de la filière et appuyer l'écosystème du réemploi sur la métropole. Il y a aussi des outils un peu cachés dont on n'a pas trop connaissance, qu'on découvre au fur et à mesure. Et toi, tu vas nous parler de ça. Des réseaux cachés, des réseaux cachés. Et de tout ce qui est sourcing aussi d'opportunités. Voilà. Du coup, là, oui, on va diminuer un peu l'échelle d'action. Moi, je voulais vous parler de 2 exemples
les deux acteurs sont dans la salle, donc pourront, si besoin, compléter, de deux exemples de maîtrise d'ouvrage qui eux-mêmes portent des démarches à leur échelle du coup de maîtrise d'ouvrage pour faciliter la communication de matériaux entre leurs projets de déconstruction, leurs projets de reconstruction, et accompagner du coup les maîtrises d'œuvre, donc vous les architectes principalement, à trouver des ressources de réemploi facilement. Voilà. Nous, on accompagne du coup donc Domofrance et Aquitanis sur la partie déconstruction. Donc on est vraiment sur comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans la partie qui émet des gisements. Et donc ces deux acteurs, notamment j'ai commencé par parler de Domofrance pour vous expliquer un peu ce qu'ils font, et Fred pourra compléter à la fin si besoin. Déjà, ils ont une plateforme physique, plateforme numérique aussi également, qui s'appelle qui est travaillée avec Myopsycléa, et qui permet du coup la mise en ligne de l'ensemble des diagnostics PEMD et ressources qui sont réalisés à l'échelle de l'ensemble de leurs projets. L'idée de cette plateforme en ligne, c'est qu'elle soit accessible et qu'elle soit un outil de conception pour les maîtrises d'œuvre, les architectes qui veulent intégrer du coup des matériaux de réemploi. Il faut savoir que c'est quand même, la déconstruction, la dépose coûte aussi plus cher, prend plus de temps, donc coûte plus cher. L'économie à l'échelle d'une seule et même maîtrise d'ouvrage, on arrive à la retrouver quand on a des solutions de stockage aussi, par exemple, qui facilitent du coup la synergie des ressources. Donc cette plateforme permet vraiment de concevoir en fait les projets avec les matériaux qui appartiennent déjà à la maîtrise d'ouvrage. Et donc pour aller un peu plus loin, ils sont passés de la plateforme numérique. Alors, on ne va pas parler tout de suite de la zone de stockage de 200 mètres carrés, parce que avant, on a quand même connu quelques galères de stockage dans des garages. Voilà. L'objectif, c'était vraiment de permettre à la matière d'être stockée, d'être réutilisée sur les projets. Au début, quand on a commencé à déposer des matériaux, on a commencé à travailler avec eux il y a 3 ans, on a commencé à déposer des matériaux, il y avait la plateforme numérique, mais vous vous rendez bien compte que la temporalité de projet entre de la déconstruction et de la construction, là, ce qu'on a déposé il y a 3 ans, le projet n'a toujours pas commencé. Donc c'est stocké et ça attend patiemment d'être mis en œuvre. Du coup, au début, on commençait par récupérer quelques éléments, donc sanitaires, chaudières, des morceaux de béton aussi, on a récupéré. Et en fait, on les stockait dans des garages, des petits lieux que Domofrance avait de disponibles pour pour garder les matériaux, les garder en patrimoine et pouvoir les réemployer. Petite anecdote, par exemple, quand on a commencé, je la raconte souvent, mais on a du coup demandé aux entreprises de construction de mettre des sanitaires et des équipements sanitaires sur des palettes pour les emmener plus facilement dans le lieu de stockage. Et en fait, ils sont arrivés sur place et c'était un garage, et il y avait un garage, du coup, imaginez pas un garage avec une porte pour les voitures, c'était un garage avec une porte dans laquelle la palette ne passait pas. Voilà, pour vous dire, du coup, ils ont dû dépalettiser et restocker. Pour vous dire, voilà, ça commence aussi comme ça, il y a des solutions aussi comme ça qui existent. Alors maintenant, ils ont aussi un espace de stockage de 200 mètres carrés qui est mis à disposition par la métropole et qui permet de stocker, d'amener directement sur palette les matériaux, et qui est un stock, du coup, pour les maîtrises d'œuvre qui veulent ils peuvent venir se servir, pas exactement, mais en tout cas réserver les matériaux pour les remettre en œuvre dans les projets. Donc voilà, ça c'est un premier exemple d'une démarche qui existe. La deuxième plateforme dont je voudrais vous parler, c'est un peu en lien aussi avec le projet déconstruction du Clos d'Auvergne. Donc c'est la plateforme Nestor d'Aquitanis. Donc ça c'est plutôt une plateforme, on va dire, démontable et qui est en cours de déménagement. Mais en fait, là, c'est un peu de la même manière. Donc, comme le disait Charlie, sur le projet du Clos d'Auvergne, on avait déjà identifié des besoins à l'échelle de la maîtrise d'ouvrage pour réemployer certains matériaux. Du coup, il y avait encore cette problématique de se dire qu'est-ce qu'on fait des matériaux entre la déconstruction et la reconstruction. Donc là, Aquitanis a développé, donc, je ne sais pas si vous voyez bien les photos ou pas, mais voilà, une plateforme, elle date un peu en même temps, une plateforme de stockage temporaire. Là, à cette époque, c'était avec des conteneurs sur un foncier qui leur appartenait pour pouvoir aussi permettre aux architectes des projets, des projets de construction de venir se sourcer et d'utiliser des ressources qui les intéressent. Donc tout ça pour vous dire, et vous donner deux bons réflexes
Dans un premier temps, je voudrais vraiment mettre l'avant, alors moi c'est parce que je travaille principalement sur de la déconstruction, mais qu'en fait les ressources de réemploi proviennent des projets de déconstruction. Donc quand vous avez un projet de déconstruction, reconstruction ou même de réhabilitation, en fait c'est tout simple, mais pensez bien à faire un diagnostic ressources, à comprendre l'opportunité des matériaux qui sont déjà présents dans le bâtiment et comment ils peuvent être réutilisés. Et potentiellement, les maîtrises d'ouvrage que vous accompagnez ont aussi des solutions pour stocker ces matériaux et pouvoir les remettre en œuvre. Et la deuxième, bon réflexe que j'ai tiré un peu de quelques retours d'expérience, c'est qu'en fait, les maîtrises d'ouvrage, que ce soit public ou privé, ont quand même un grand patrimoine immobilier. Et nous, on travaille en général sur un projet avec eux, mais elles en ont beaucoup, ce qui veut dire beaucoup de ressources et aussi beaucoup de besoins. Donc voilà, ce qui permet de multiplier encore les sources de matériaux potentiels. Voilà sur ces deux petits exemples, et je voulais vous parler encore d'autres manières de trouver des ressources auxquelles on ne pense pas forcément. Alors déjà, c'est via des événements ou via le réseau, comme je le dis encore par exemple ce soir. Et là, vous avez déjà, si jamais vous cherchez des volets ou c'était quoi ça du polycarbonate, voilà, vous savez déjà où est-ce que vous pouvez en trouver. Mais il y a aussi d'autres événements qui peuvent être créés, notamment le GPV organise le mardi prochain, le 17 juin après-midi, un atelier synergie. On avait déjà organisé ça l'année dernière. L'objectif de l'atelier synergie, très simplement, c'est un speed dating des matériaux. C'est comme ça qu'on aime bien l'appeler, des ressources et des besoins, avec différentes maîtrises d'ouvrage, AMO, maîtrise d'œuvre, à la place bordelaise. Quand même, on essaye de... Après, ça fait quand même beaucoup de monde. L'année dernière, il y avait 4 tables et peut-être une petite dizaine de participants par table. Je m'emballe peut-être un petit peu. Mais en tout cas, on avait identifié plus d'une centaine de synergies. Donc, c'est-à-dire pas forcément... Alors, je crois qu'il y en avait même eu un peu inter-maîtrise d'ouvrage qui s'étaient rendu compte qu'en fait, peut-être elles pouvaient... échanger, travailler ensemble et se dire qu'elles avaient des ressources qui correspondent à leurs besoins, mais surtout beaucoup aussi de synergie inter-maîtrise d'ouvrage et aussi via des gros projets. L'année dernière, c'était le projet Canopia qui nous avait bien donné plein de matériaux pour l'ensemble des projets bordelais. Donc voilà, d'autres ressources qui peuvent vous être utiles. Et j'insiste un peu sur la déconstruction, mais vraiment d'autres acteurs clés qui sont en fait à l'origine des matériaux de déconstruction, ce sont les déconstructeurs, les entreprises de déconstruction. Qui s'engagent de plus en plus dans des démarches de réemploi, que ce soit Valodem, Déconstruction, Prémisse, BDS. Ils sont tous de plus en plus moteurs et ont aussi cette philosophie de se dire que, eux, ils déconstruisent à longueur de journée, ils se rendent bien compte de la quantité de matériaux qui est envoyée à la benne, et ils ont aussi de plus en plus cette philosophie de se dire qu'il y a des matériaux qui pourraient trouver une seconde vie. Et notamment Valodem, qui est donc un déconstructeur bordelais, qui a décidé en fait de pousser la démarche un peu plus loin et de louer, il loue du coup un foncier de l'EPA, de louer un foncier pour pouvoir stocker des matériaux qu'il dépose. Par exemple, là on voit les pavés, vous voyez pas trop, mais c'est la photo du milieu. C'est des pavés qui avaient été déposés en 2023 sur un projet à Pessac et qui devaient être reposés aussi sur le projet de coupe et batte, qui ont été déposés là il y a quelques mois. Et du coup, eux, en répondant au marché, ils ont dit nous, on a cette solution de stockage, donc déjà c'est bien pour eux. Et surtout, pour coupe et batte, ça leur a fait une solution de stockage complémentaire et ça leur a permis de pouvoir réemployer l'ensemble de ces matériaux. Donc voilà, alors eux, ils n'ont pas trop de sites ou de choses comme ça pour pouvoir s'approvisionner en matériaux. Bon, ils y travaillent, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à appeler les déconstructeurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, qui gèrent aussi beaucoup de projets émetteurs du coup de matériaux. Ils vous diront peut-être non si c'était pas prévu dans le marché, mais ça vaut le coup d'essayer dans tous les cas. Je crois que c'est tout. Et il y a une très belle slide pour terminer. En fait, c'était juste pour là, vous donner des petits exemples très concrètement où trouver des acteurs du réemploi. Voilà, des cartographies. Il existe plein de cartographies, plus ou moins un jour. Voilà, c'est pas même moins que plus, mais ça donne quand même une première vision un peu de l'ensemble des acteurs. Donc il y a Carteco, Matériaux Réemploi, plus très à jour pour le coup, Opalis, et nous on fait une carte aussi pour le GPV qui est disponible en ligne, qui
que j'ai regardé, qui est à peu près à jour. Et sinon, il y a d'autres plateformes qui recensent aussi beaucoup de matériaux de réemploi, notamment de fin de stock, d'industriels. C'est la plateforme Noah. Notamment que voilà, on a discuté ce matin avec Domo France, qui est un centre de ressources en fait qui regroupe beaucoup, comme le disait très bien Fred, une sorte de se loger des matériaux de réemploi qui regroupe beaucoup de matériaux, soit de fin de stock, soit issus d'industriels qui se sont mis à faire du réemploi. Voilà, j'espère que toutes ces sources vous donneront envie d'aller trouver des matériaux. Et je voulais juste, du coup, pour les cartographies et toutes d'autres ressources sur refaire-bm.fr, il y a un petit onglet plus d'infos. On essaye de le nourrir. Alors, par exemple, on n'a pas mis, je pense, Noah. Donc, ce sera peut-être l'occasion de le mettre. Mais on a compilé toutes ces infos-là, des cartographies qui sortent, et les études fondatrices, les autres plateformes numériques d'acteurs privés, comme je disais, donc les Cycle Up, les Bacacia, etc. Pachama, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a des liens directs, et donc il faut juste aller le chercher. C'est dans plus d'infos, je sais plus. Bon, plus, en savoir plus et ressources. Et voilà. Donc vous aurez pas mal de choses compilées ici. Merci, alors ça nous donne pas mal de pistes. Avant d'ouvrir la parole au public, on voulait quand même vous poser une petite question. On a compris qu'il y a des choses qui existent, que c'est encore en émergence, que c'est en construction. Du coup, c'est quoi l'avenir du réemploi sur la métropole, sur la région? Comment ça fonctionnera dans les années qui viennent? Est-ce qu'on trouvera facilement? Est-ce qu'il faudra continuer à prédire? Comment ça fonctionnera? Alors c'est une question très ouverte. Je sais que c'est pas facile de répondre, mais un peu dans le chapeau comme ça en vrac. Est-ce que c'est un maillage territorial de plateformes spécialisées, multimatériaux comme tu l'as présenté? Est-ce que c'est des fournisseurs de réemploi au niveau national qui vont s'occuper des filières et chez qui il faudra aller chercher des matériaux? Ça existe aussi. C'est quoi la place de l'ESS? C'est quoi la place des industriels? J'ouvrirai aussi le débat dans le public. C'est quoi le lien entre les industriels et les acteurs de l'ESS? C'est important aussi. Les travaux de recherche, vous en faites aussi, il y en a pas mal sur le territoire. Voilà, ma question en vrac. Qui veut commencer? Alors, si on suit la slide, du coup, je vais pas répondre aux questions. Mais quand même un peu. C'était juste l'ouverture, si on utilise la plateforme numérique Refaire, juste de l'avoir mis en place, on voit les questionnements que ça a suscité de la part d'autres acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme numérique Refaire, elle est en open source. Donc les codes, ils sont mis à disposition. Et donc on voit, donc la question c'est quand même sur l'après, on voit qu'on a déjà eu plusieurs sollicitations pour que les codes soient pris en main par d'autres structures. Donc on a Mathémorphose qui est sur les Pays de la Loire, qui s'en est emparé, qui est en train de le développer de leur côté pour l'utiliser. Vu que c'est de l'open source, c'est totalement modifiable. Donc le but c'est surtout de ne pas freiner, parce que quand on voit utiliser une plateforme numérique, la développer, c'est extrêmement fastidieux. Donc, sur ce sujet spécifiquement, il y a un gros sujet d'uniformisation de l'outil et d'interopérabilité des plateformes numériques entre elles, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a déjà probablement, je ne les ai pas comptées, mais plus d'une dizaine de plateformes numériques, qu'elles soient détenues par des privés ou des publics. Sur le Grand Paris, on a BTP Match, qui est un gros outil avec de l'IA dedans. Sur la région Grand Est, on a l'outil de réemployer.fr qui a été mis en place par une association Remise, qui est aussi très performant et qui est très à jour, qui est assez agile comme outil. On a sur Toulouse Lifeways to Build, qui est une plateforme numérique basée sur une offre qui préexiste, qui est de Rédificaré, qui est basée sur Marseille. Donc on voit qu'en fait tout ça suscite plein d'envie de tout le monde. Et il y a des plateformes qui sont bien plus développées que d'autres, mais qui nécessitent plus de moyens financiers, évidemment, et humains derrière. Donc l'interopérabilité et l'uniformisation de ces outils, je pense qu'elle est indispensable. Et donc refaire V3, parce que là on est à refaire V2,
c'est un vrai sujet, c'est une vraie discussion qui a commencé à émerger, pas que en cercle fermé au sein de la FAB, mais désormais avec d'autres acteurs du territoire, dont le GPV en fait partie, d'autres bailleurs en font partie, et même plus largement des acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, on voit qu'un outil n'est pas censé fermer ses frontières numériques, d'autant plus à un territoire. Il y a le deuxième sujet, je pense, sur l'avenir et l'évolution. Tu as commencé à donner beaucoup de réponses à la question, en réalité, en listant. Oui, il y a un sujet aussi des plateformes de stockage, des plateformes de reconditionnement. Il faut que les territoires, là on parle de la métropole, mais c'est pareil partout ailleurs, et un maillage de zones de stockage, qui n'en est pas qu'une seule, de toute façon c'est impossible. Il faut qu'il y ait des endroits, je pense, spécifiques pour des monomatériaux, mais des endroits aussi qui présentent différents matériaux, c'est indispensable. Et donc s'il y a des endroits monomatériaux, c'est-à-dire que derrière on a des acteurs qui montent en compétences sur le reconditionnement. Donc en faisant ça, on va aussi avoir de plus en plus ensuite de recommandations à donner par matériaux. Et donc, je pense que on va tendre vers ça, on doit tendre vers ça probablement. Il va falloir vraiment faire converger les ambitions aussi politiques, puisqu'aujourd'hui, on voit que tout le monde a des bonnes idées, mais elles sont encore assez éclatées, pas forcément tout en lien. Ça commence, donc on imagine que ça va perdurer. Et que oui, aujourd'hui... le modèle économique, il n'est pas là. Comme le disait Émilie, il y a aujourd'hui un gros sujet d'échelle pour réussir à avoir une filière économiquement viable aussi. Donc, en tout cas, il ne faut pas se démotiver à faire ces petits projets de son côté, parce que c'est grâce à ceux-là qu'on fait avancer ensuite le gros paquebot derrière. Alicia, je peux me permettre de solliciter, parce que vous faites des études aussi en ce moment sur des filières de matériaux. Comment ça se réfléchit tout ça, et sur comment vous choisissez ces sujets? Alors, si tu me permets juste rebondir, et je répondrai après ta question sur ce que vient de dire Tiffaine. C'est un petit peu, moi, ce que je voulais répondre à ta question, c'est le fait que, de ce que nous, on peut observer sur les plateformes physiques, il y a vraiment cette volonté vraiment de s'adresser aux professionnels. Et pour y arriver, alors toutes ne le feront pas, parce que toutes n'ont pas les moyens de le faire, mais elles essaient de réfléchir à comment proposer des garanties pour, en fait, comment proposer un processus qualité, comment proposer un processus de traçabilité pour en fait faciliter un peu ce dont on parlait il y a quelques semaines dans la précédente table ronde, faciliter l'assurabilité de ces matériaux-là, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, pour répondre à ta question sur les différentes filières, effectivement, on s'est intéressé à plusieurs sujets, notamment le plâtre, le verre plat et les menuiseries vitrées. Le bois et le plastique, et l'idée c'est qu'on puisse aller creuser, alors d'une part comment s'organise le recyclage, parce que finalement on a une vision très collecte, mais on ne sait pas exactement toujours très bien comment s'organise le recyclage après, et on cherche à faire le pendant avec le réemploi. Donc on a commencé avec les menuiseries vitrées. Pour l'instant on a principalement parlé du recyclage, des centres de démantèlement qui donc font vraiment aller pour de la valorisation matière, mais on cherche aussi à travers ce genre de groupe de travail de vraiment comprendre sur des flux un peu spécifiques comment s'organise le réemploi, quelles sont les contraintes et quelles sont un petit peu les orientations à donner, notamment pour les acteurs publics qui font de l'accompagnement, d'orienter leurs décisions, de savoir si on va diriger les flux plutôt vers du démantèlement, plutôt vers de la menuiserie, notamment parce qu'il y a toutes les contraintes normatives autour des menuiseries et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est ce genre de sujet qu'on essaie d'aborder à travers nos groupes de travail et qu'on va restituer, j'espère, d'ici la fin de l'année. Peut-être que dans la salle, il y aura des personnes pour intervenir sur les projets de recherche sur le bois, mais je vous laisse réfléchir un peu. La question, c'est aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de répondre à toutes les prescriptions qui arrivent, et est-ce qu'on va être amené aussi à aller chercher des ressources sur d'autres territoires? C'est le cas de certaines entreprises aussi qui viennent aujourd'hui récupérer, je pense aux sanitaires notamment, collecter des sanitaires dans toute la France pour aller les vendre en Ile-de-France. Est-ce qu'on a cette matière qui existe ici pour répondre aux besoins? Oui.
Non, du coup, déjà, je voulais dire que par rapport à la question d'ouverture globale de tout à l'heure, je suis 100% d'accord avec Tiffaine, qu'en fait, on voit bien que les acteurs se mobilisent. Là, où on est une soixantaine à chaque fois de vouloir venir parler de réemploi un jeudi soir, quand il fait chaud, plutôt que d'aller boire une bière. Du coup, il manque plus que des solutions opérationnelles, voilà, plus locales. Mais sinon, du coup, sur la partie filière, en fait, là, c'était plus aussi l'idée de vous montrer un peu des exemples de filières qui peuvent exister, qui sont plus industrielles. C'est pas forcément un gros mot industriel dans le réemploi. Hein, on parle pas d'immense usine ou de cimenterie, on parle de... Voilà, ça peut être... je sais pas exactement quelle surface, mais c'est plutôt du travail manuel, du travail humain, de l'emploi local, et qui permet en fait d'avoir de la connaissance surtout, qui permet de transformer pas un déchet, mais une ressource en un nouveau matériau à mettre sur le marché. Donc quelques exemples qui sont parlants sur plusieurs types de lots. Donc Mobius, c'est plutôt sur les planchers techniques. Proclus, c'est un acteur assez récent. Pareil, tous ceux-là, c'est des acteurs qui interviennent, qui livrent entre guillemets sur l'ensemble du territoire et qui se sourcent aussi sur l'ensemble du territoire. Proclus, c'est surtout sur les équipements électriques techniques. Textiflore, comme son nom l'indique, on est plutôt sur de la moquette. Cycleub, je pense que c'est fait partie des plus connus. C'est sur, ils ont des plateformes numériques multimatériaux et ils ont développé aussi la filière sanitaire avec des plateformes vraiment physiques. De base dans plusieurs régions. Je ne sais pas exactement si elles sont toujours actives dans toutes les régions, mais qui sont des plateformes. Et du coup aussi, il y a une plateforme numérique et une plateforme physique qui peuvent fournir des sanitaires et qui viennent aussi, comme tu le disais Ariane, sourcer des sanitaires en région. Le CTICM serait un peu différent. Là, on est plutôt sur un centre d'outils, un centre d'expertise, et qui sont en train eux-mêmes de développer une filière. Ce qui est intéressant, c'est dans le développement de leur filière, ils le font vraiment de manière nationale, avec des partenaires relais dans l'ensemble des régions. Notamment, je l'ai regardé ce matin pour pas vous raconter n'importe quoi, mais c'est en région de Nouvelle-Aquitaine qu'il y a le plus de partenaires relais. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, eux, de développer la filière de recyclage des éléments structuraux métalliques. Ils ont fait tout un guide méthodologique, je l'avais dit la dernière fois, mais je l'aurais dit validé par l'AQC, qui est vraiment un outil hyper intéressant et hyper important pour développer cette filière de réemploi. Ensuite, Sobra, c'est plutôt une plateforme toulousaine, Articonex, qui sont aussi en train de se développer et qui interviennent aussi, je ne vais pas dire sur toute la France, mais sur toute la région ouest, qui peuvent venir jusqu'à Bordeaux, et plutôt sur la filière bois. Et ensuite Ecofond, donc là c'est plutôt sur la filière faux plafond. Donc voilà, il existe déjà des solutions industrielles. Vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas tous les corps de métier, il n'y a pas tous les matériaux, et c'est pas un acteur qui va permettre de sourcer sourcer l'ensemble des projets si tout le monde se met à faire du réemploi. Mais en tout cas, c'est des solutions industrielles qui existent et qui sont pérennes et qui sont je considère en tout cas personnellement des modèles un peu d'avenir de la filière du réemploi. Et peut-être si je peux te faire parler, Charlie, parce que pour moi c'est important que tu parles aussi de la place de l'ESS là-dedans. Vous êtes aussi des pionniers sur pas mal de sujets, pas que sur le sujet des réemplois, mais notamment là-dessus. C'est quoi l'atout de l'ESS et comment vous pouvez réussir à renforcer cette place que vous avez en collaborant aussi avec des acteurs de l'économie plus classique? Alors nous, clairement, ça fait partie des sujets qu'on étudie. L'ESS, la force pour moi, alors au-delà même de l'ESS, c'est de se dire qu'à un moment donné, quand on parle de filière industrielle ou semi-industrielle, l'enjeu, à mon sens, c'est de faire revenir de la valeur sur les territoires et, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à l'échelon régional, sachant que si de toute façon on massifie les pratiques, il y aura un enjeu à ce que chacune de ces filières se déconcentre et qu'on ait des outils de production en région de manière à créer de l'emploi, à faire moins de camions, à faire tout ce que prône l'ESS, qui effectivement défriche de manière générale les terrains un petit peu minés et complexes à faire vivre économiquement.
Et quand, alors là dans tout ce qui est cité, il y a aussi de l'ESS en fait. Je pense notamment, même par exemple, à tout ce qui est démantèlement d'huisseries. Aujourd'hui, ce qui fait vivre derrière la filière du recyclage vert, c'est assumé uniquement par des structures de l'ESS, parce que casser du verre, en fait, quoi. Et pour le coup, casser du verre, c'est pas drôle. Et pour le coup, pour moi, là, il y a vraiment un enjeu à créer des filières qui soient pérennes, mais qui permettent aussi on va dire des supports d'activité, si je prends notre cas, qui soient également créateurs de valeur pour les personnes qui y travaillent. Et si je prends cet exemple du verre parce qu'il est frappant, et je trouve pas ça normal que ce soit uniquement des structures d'insertion par l'activité économique qui cassent du verre pour derrière le revendre à des recycleurs. Parce que en fait le verre n'est pour le moment pas racheté suffisamment cher pour avoir des modèles économiques qui permettent à des structures privées de s'y mettre de manière intéressante. Donc pour moi, tout l'enjeu dans ça, c'est d'une part, nous, de faire vivre notre modèle on va dire social et solidaire. Le projet Solibat, comme je l'ai dit, c'est avant tout de l'insertion, de faire travailler des personnes sur des chantiers, proposer des supports d'activité qui soient intéressants de manière à ramener des gens vers l'emploi. C'est des recycleries solidaires qui permettent également d'alimenter du pro. Maintenant, si on va sur des filières de ce type-là, pour nous, peut-être que l'enjeu, c'est justement de travailler avec des industriels ou avec des partenaires qui ont des moyens qui nous permettent de faire les choses dans de bonnes conditions. Ça fait partie des réflexions qu'on doit mener et on n'est absolument pas fermé à ça, quoi. Merci. Donc le temps tourne, on est hyper en retard. Ce serait dommage de ne pas avoir un temps d'échange avec la salle. Donc on va peut-être passer au temps des questions-réponses, si vous avez déjà des questions. Sinon, on en a. Parce qu'on a plein de choses à se dire. Je peux peut-être lancer une question, moi. Ça vous donnera des idées. Mais très court. On parle de plateformes à l'échelle nationale pour aller chercher plus loin la ressource. Est-ce qu'on est toujours vertueux quand on va chercher la ressource en dehors de son coin, son territoire proche ? Ma réponse personnelle, c'est qu'on peut être toujours vertueux en allant chercher de la ressource qui nous paraît éloignée. Déjà, c'est toujours assez intéressant de changer le discours du tout au tout. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous gênait pas tellement de savoir si nos lavabos venaient d'à côté ou de Chine. Et maintenant, s'il vient de Lille, c'est presque grave. En fait, il faut relativiser aussi. Il y a des logiques, ça se calcule. Oui, faire venir par exemple un lavabo de Lille, c'est un seul, c'est peut-être pas le plus intéressant, surtout s'il vient tout seul dans un camion. S'il vient avec 150 autres lavabos et qu'on profite d'une logistique optimisée par camion, alors c'est pas le mieux, mais généralement les camions ils voyagent pas à vide, donc les frettes sont censées être un peu optimisées pour ça. Et donc quand je prends l'exemple du lavabo, c'est pas pour rien, c'est qu'il a aussi un impact carbone quand il est fabriqué et quand il est détruit. Quand il est fabriqué, on le chauffe fort, par exemple. Et donc, il a un impact carbone énorme. Et donc, le fait de juste ne pas en racheter un et donc, en quelque sorte, de ne pas régénérer un impact carbone derrière ou des épuisements de ressources, tout simplement, l'eau, les terres, etc. On évite ça. Donc, déjà, avant que la logistique ait réellement un impact, ça dépendra des matériaux. Voilà. Mais généralement, à l'échelle de la France, on peut quand même être un petit
on peut se soulager de certaines inquiétudes. Je ne dis pas qu'il faut ne pas y réfléchir, c'est juste... déjà, c'est compliqué de trouver du réemploi, ça répond aussi un peu à la question précédente, mais non, Bordeaux ne peut pas nourrir Bordeaux, et en fait, on construit trop de toute façon, de toute manière. Donc, on n'y arrivera pas, même la France ne nourrira pas la France. Il faudrait un petit peu décroître pour ça. Mais à l'échelle de la France, on a encore pas mal de choses à découvrir chez nos voisins pour prendre du réemploi. Merci. Est-ce qu'il y a des... Ah, une question. Non. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous présenter pour nous? Bonjour, donc je m'appelle Marc Plessier, je suis menuisier artisan. On discutera tout à l'heure, je pense, j'aimerais bien. Et ma question, c'était à propos de refaire, tu disais, Tiffaine, on a travaillé ensemble il y a quelques temps, que ça va être ouvert à d'autres acteurs, à part la FAB et Bordeaux Métropole. Donc à qui? Aux distributeurs, aux artisans, enfin à qui? C'est déjà ouvert depuis juin 2024 à toute personne souhaitant mettre en valeur des matériaux à potentiel de réemploi, qui soient toujours sur place sur un bâtiment ou déjà déposés. Solibat a sa petite vignette, par exemple, de fournisseur. Mais derrière, alors c'est pas spécifiquement estampillé industriel ou entreprise, c'est plutôt le référent de la matière qu'on va déterminer comme fournisseur. Donc parfois, on va avoir un expert réemploi qui va avoir sa vignette fournisseur parce qu'il gère peut-être 5 bâtiments différents où il y a des matériaux de réemploi, mais ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage qui sera forcément ciblée. Parfois, ça peut être la maîtrise d'ouvrage directement, parfois, ça peut être en effet une structure associative ou un industriel. Comme il n'y a pas aujourd'hui le sujet de prix sur la plateforme, il n'y a pas tellement de mise en concurrence entre les fournisseurs aussi. Je ne sais pas s'il y avait un sous-entendu derrière la question ou pas, mais... Merci. Non, mais je consulte du coup refaire l'occasion régulièrement. Mais c'était, oui, c'est ça, sur les approvisionnements, sur les propositions qui sont faites, d'où elles sont issues. Enfin, je sais que c'était des chantiers de la FAB notamment, et puis maintenant tout le monde. Voilà, du coup, tout le monde, et donc soit c'est des bâtiments. Alors tout le monde entier, non. Aujourd'hui, c'est que l'échelle de la métropole, juste par un souci de fonctionnalité, mais il a été statué que désormais ça pourra être ouvert plus largement à des acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on a été sollicité par des acteurs du Pays Basque, dont Pachama, dont Hydre, donc des acteurs qui sont référencés sur ce secteur-là, parce que justement, et ça résonne avec la question précédente, on peut ne pas être trop inquiet quant à faire venir de la matière du Pays Basque vers la métropole et inversement sur beaucoup de matériaux. Donc aujourd'hui, tout un chacun peut le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FAB, pour l'instant, porte le modèle, entre guillemets. C'est gratuit pour les personnes qui l'utilisent. C'est une fonctionnalité qui est développée uniquement derrière, en fait, c'est le gestionnaire qui met tout en place, donc c'est pas le fournisseur qui a un accès. On est sur des choses très limitées, encore bricolées, artisanales. Il n'empêche que ça marche sur le territoire de Bordeaux. Aujourd'hui, on voit que ça marche. Donc en tout cas, si tu veux mettre des matériaux, tu peux avoir ta vignette fournisseur si tu le souhaites. Vous êtes crevés? Vous avez chaud? S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être conclure. Tu veux faire parler quelqu'un? Ouais. Il n'y a plus de place sur le canapé. Tu veux que je te dise quoi? Fred André, directeur des projets réhabilitation d'Homo France et référent économie circulaire. Que je réagisse, je pourrais réagir à plein de sujets. Déjà, le dernier point par rapport à ce que disait Tiffaine, des calculs ont été faits pour montrer que le poids carbone du transport à l'échelle de la France est relativement faible au regard du poids carbone lui-même du matériau, ce qui fait que ce n'est pas vraiment un problème de faire traverser la France des matériaux. Bon, c'est vrai que il est plus intéressant de le faire à l'échelle locale, régionale, et notamment, justement, on est dans le cadre de projets européens qui travaillent sous ce type de sujet, notamment sur la notion de pop-up factory.
Sur la question des matériaux, tout à l'heure on a parlé, notamment Émilie a parlé de la plateforme Upcycléa qu'on utilise, donc à la différence de celle de Refaire, elle n'est pas gratuite. Donc c'est nous qui l'apportons via un abonnement. Mais par contre, effectivement, tous les partenaires avec lesquels nous travaillons ont accès à cette plateforme et ont accès à l'ensemble des gisements qui sont disponibles de nos projets. Et donc, depuis la plateforme, effectivement, ils peuvent formuler un besoin et réserver des matériaux. Et ensuite, il y a des discussions qui se mènent. Mais bon, la plupart du temps, aujourd'hui, on est plutôt sur du don. Il n'y a que depuis peu, on a fait les premières conventions de vente d'équipements sanitaires à Cycle Up et Fage. Voilà. Donc, on avance aussi dans le process. Et juste pour une info, je crois que je l'avais dit à la dernière, la deuxième table ronde, à partir de la fin de l'année, on va, je dirais, rentrer dans la massification du réemploi. On va un peu faire comme la FAB, mais on sera moins effectivement ambitieux que vous. Mais on va systématiser le réemploi sur tous les projets de construction neuve et de réhabilitation et d'aménagement, à hauteur de 2% du prix travaux sur la partie bâtie et 5% sur les espaces extérieurs. Et justement, là, je suis en train de bâtir une boîte à outils qui sera présentée certainement à nos partenaires, les équipes de maîtrise d'œuvre, entreprises avec lesquelles on travaille d'ici, je pense, fin septembre. Et en fait, notamment sur ce sujet, pour faciliter la tâche, il y a une boîte à outils qui est en cours de réalisation où on va vous donner des pistes. Et notamment, beaucoup de partenaires qui font du réemploi. L'idée, c'est effectivement, à travers ce document, c'est que vous n'ayez pas à chercher à passer votre temps à faire du sourcing, mais vous donnez déjà sur une décomposition de l'ensemble du bâtiment, que ce soit sur la partie extérieure ou intérieure, avec tout plein de partenaires, comme ça a été montré, et vous aurez la possibilité de vous sourcer, en tout cas, dans un premier temps, vers ces partenaires, et puis si vous en avez d'autres, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faciliter la tâche à tout le monde, et permettre à tout le monde, que ce soit maîtrise d'œuvre ou entreprise, de rentrer dans le processus avec un document d'aide à la décision et en tout cas d'aide au sourcing pour répondre à l'objectif qui est le nôtre. Voilà, donc. Merci. Je crois qu'il y avait une question au fond de la salle. Ouais. Donc Sylviane Ferron, architecte. Moi j'avais une question sur est-ce que vous savez où ça en est sur la formation en fait des entreprises, des apprentis, l'apprentissage, l'enseignement des futurs artisans sur tous ces sujets du réemploi. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans les établissements scolaires ou pas voilà. Et une deuxième question. Sur les grandes surfaces en fait, de bricolage, est-ce que le réemploi, voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Enfin, oui, il y a des choses à faire, mais est-ce qu'elles sont commencées ou pas? Merci. Moi, je peux répondre pour la deuxième question, peut-être. Sur la deuxième question, je pense qu'ils sont concernés par la REP et par la mise en place de ces fameuses zones de réemploi potentiellement. Et ça a l'air d'être assez compliqué. Donc, dans l'absolu, ils devraient participer à ce maillage et donc proposer des espaces dédiés. Dans la pratique, on n'en est pas encore tout à fait là. Donc, je pense que si déjà ils arrivent à mettre en place les bennes sifflus pour le tri des déchets de manière massive, ça pourrait être bien. Ça reste un des principaux... les distributeurs maillent déjà beaucoup les territoires, mais pas tous et pas suffisamment quand on creuse un petit peu sur certains territoires, notamment ruraux. Alors sur le réemploi, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. Et sur la partie formation, je débute un petit bout de réponse, mais je pense que d'autres seront mieux placés que moi. Je sais que c'est des discussions qu'on a pu avoir, notamment nous avec la DRET et avec Charlie aussi, sur justement l'identification des besoins de formation sur différents acteurs et comment en fait on arrive à le déployer. Il y a des formations qui existent de manière un petit peu ponctuelle sur des formats courts, mais la question c'est effectivement comment on le déploie de manière systématique sur tous les circuits longs de formation. Et là j'ai
pas encore de réponse. Je pense qu'en fait, il y a ce besoin d'état des lieux de ce qui existe et de quelles sont les formations concernées avant de pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas si d'autres ont plus de réponses. Non, sur la formation, je rebondis. Effectivement, c'est une question longue. Globalement, il y a pas mal d'écoles de formation qui intègrent la question de la déconstruction, du réemploi, de ce que ça implique en matière de process, etc. L'impression que j'ai, c'est que ça s'intègre en matière de compétences, on va dire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, ingénierie. Que les entreprises, les structures en question s'adaptent, et que maintenant, si on parle sur la question entreprise, pour moi, c'est pas la question de l'intégration des sujets des constructions et du réemploi au sein de la formation pro, c'est la question de faire appel à des pros, je vais le dire de manière un peu brutale, mais de faire appel à des pros formés et des vrais pros du bâtiment, ou faire appel à des structures qui font bosser des tâcherons. C'est un peu brutal, mais en fait, quand on parle tout ce qui est assurabilité, etc., à un moment donné, un professionnel formé à son corps de métier, etc., il regarde un matériau, il sait il le touche, il le regarde, il est en capacité de dire s'il peut le reposer. Il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'on met aussi beaucoup de règles et beaucoup de choses. Alors il faut les respecter, et on fait en sorte, nous, quand on fait de la fourniture de matériaux pro, de faire des fiches techniques, d'aller sur des essais complémentaires, des machins, des trucs. Mais en vrai, un pro, de la même manière, quand il approvisionne du matos neuf, il doit être en capacité de vérifier s'il y a un défaut de fabrication. Et si c'est le cas et qu'il s'en rend pas compte, il engage sa décennale de la même manière, et ça arrive d'avoir des défauts de fabrication sur n'importe quel type de matériau. Donc je relative cette question de la formation. En fait, la question, c'est d'avoir des professionnels bien formés, et pour le coup, on manque effectivement de bons artisans et de bons professionnels bien formés dans le bâtiment, et ça va pas évoluer, ça évolue pas. On manque de bons charpentiers, on manque de bons plombiers, on manque de plein de corps de métier, et voilà. Je veux juste compléter le propos sur les grandes surfaces. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez notamment SciCup qui a monté un partenariat avec Leroy Merlin, où on va pouvoir y trouver des équipements sanitaires sur les étals de Leroy Merlin. Et vous avez aussi Saint-Gobain qui est en train de travailler justement sur l'ensemble de ces marques, puisque justement ils ont de l'espace, et donc de faire en sorte d'avoir des carrés de réemploi aussi pour pouvoir proposer, puisqu'ils ont quand même beaucoup de fonciers sur lesquels aujourd'hui ils veulent optimiser. Mais après, par rapport à ce que tu disais, Charlie, le sujet qu'il y a, c'est que les gros ont y trouvé un intérêt, et aujourd'hui commencent un peu à grappiller aussi le marché par rapport aux structures de l'ESS. Bon, il est presque 20h30, on va peut-être continuer les échanges autour d'un verre, ça c'est pas mal. Avant de conclure, je voulais qu'on remercie les étudiants de 3 IS qui nous ont fait la captation. Donc ils font les captations de chaque table ronde, donc là ils ont bien transpiré, et vous pouvez tout voir en replay par la suite. Donc merci à eux, merci à vous tous d'être là. Peut-être avant j'avais 2-3 slides d'infos. On parle de formation, mais on a MAGE qui propose aussi des formations pour les architectes autour du réemploi, de la déconstruction. Donc on a des sessions à Bordeaux le 24 juin, des sessions en distanciel le 15 septembre et une session encore à Bordeaux le 8 octobre. Voilà, ça c'était pour la petite info. À moi. À toi. Donc, vous aurez le plaisir, si vous avez aimé les épisodes 1 à 4, d'avoir un 5e épisode. Donc, on lance un partenariat avec la FFP, donc la Fédération Française du Paysage, l'Ordre et le GPV. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir ou s'ils ont réussi à braver la chaleur. Non, donc je vais parler pour eux. Donc, on lance un partenariat parce qu'ils ont envie de s'engager aussi sur les questions de réemploi
dans l'aménagement extérieur et dans le paysage. Et donc la prochaine rencontre que vous voyez en bas de l'écran plus ou moins, ce sera, alors dans quelques temps, parce qu'il faut le préparer, ce sera le 27 novembre prochain. Donc ce sera le jeudi, le 5e jeudi du réemploi. Et le sujet, c'est le réemploi dans l'aménagement et le paysage. Quels réflexes et quelles ressources, notamment pour questionner eh bien, les synergies entre les déconstructions du bâtiment et ce qui peut être utilisé sur l'espace public et sur le paysage. Donc on vient compléter un peu cette série-là avec des notions qui vont au-delà du bâtiment, voilà, avec la FFP cette fois. Et avant, il y a octobre. Est-ce que tu peux mettre la slide d'après? Voilà. Et donc après Limoges, on vous invite à Oloron-Sainte-Marie pour notre biennale d'architecture, le 9, 10 et 11 octobre 2025. Et on essaiera aussi de faire une restitution de ce qui s'est passé ici durant cette année autour du réemploi. Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. Merci à tous. Pour boire l'apéro, c'est dehors.